RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. On embrasse Johan Durand qui ne peut pas être avec nous, il est en itinérance pour venir à Paris, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais rassurez-vous, vous le retrouverez dès la semaine prochaine. On a un grand épisode aujourd'hui qui vous attend. Une thématique qui va tous vous parler. C'est la course sur tapis. Et oui, les bons conseils pour bien courir sur tapis de course. Certains adorent, d'autres détestent. Quels sont les intérêts, quels sont les bénéfices, quels sont les risques également. On va en parler avec 3 personnes qui connaissent le sujet sur le bout des doigts. On sera avec Jean-Claude Volmer, qui est évidemment une légende de l'entraînement des athlètes de haut niveau sur le demi-fond et le fond. Donc Jean-Claude sera là avec nous en studio. On a 2 autres personnes aussi. Jérôme Auger, qui est kiné du sport, fondateur d'ICA, qui est donc un réseau de kinésithérapie autour du sport et de la course à pied. Puis Mathis Ladoué, qui est coach sportif. Mathis qui prépare un immense défi, 24 heures de course non-stop sur tapis. On va vous parler de tout ça. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running. Et salut à vous 3, vous êtes là en plateau avec moi. Salut Jean-Claude. Bonjour. Salut Jérôme. Salut. Et salut Mathis. Salut. Merci à tous les 3 d'être là. 3 profils bien différents, mais sur un même sujet aujourd'hui, donc la course sur tapis. Jean-Claude, on aurait pu t'inviter sur 1000 sujets autour de la course à pied, de l'entraînement marathon, tout ce qui concerne le fond, le demi-fond. On a choisi celui-là parce que, en tant que coach de haut niveau, tu fais souvent travailler tes athlètes sur tapis de course. C'est une pratique que tu utilises depuis de nombreuses années. Oui, ça fait un peu plus d'une douzaine d'années que j'ai vraiment introduit cet entraînement de manière permanente pour différents types de séances parce que je considère qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'utilité à utiliser un tapis de course par rapport à un entraînement normal en nature. Ouais. Tu pourras nous les détailler d'ailleurs dans un instant, parce que c'est pas que physique, c'est un aspect mental de fixer le mur pendant des heures. Fixer le mur, vous savez ce que c'est, vous les gars? Parce que toi, Jérôme, qui est donc kiné du sport, qui a monté cet organisme avec beaucoup de centres de kinésithérapie, tu cours beaucoup et tu cours beaucoup sur tapis d'ailleurs. Donc c'est intéressant d'avoir le regard du kiné et de l'athlète qui utilise beaucoup ce moyen d'entraînement, quoi. Oui, en fait, c'est vrai que c'est pratique pour moi parce qu'on l'utilise déjà en kinésithérapie beaucoup avec les patients et puis je l'utilise aussi à titre personnel pour m'entraîner parce qu'on n'a pas peu de temps et puis les différentes conditions climatiques à Paris font que des fois c'est bien pratique de travailler sur le tapis et au moins quand on n'est pas dans un groupe et qu'on est tout seul, ça permet de fixer les bonnes allures, on pourra y revenir après. Exactement. Et puis Mathis, je le disais, toi c'est particulier, tu es coach sportif, tu as une histoire de vie assez forte d'ailleurs, ça part d'un accident de parachute, ensuite tu t'es consacré comme ça au sport et désormais tu encadres des personnes. Tu es un passionné aussi de sport, de course à pied et tu cours énormément sur tapis. C'est ce qui va t'emmener jusqu'à ce défi des 24 heures à la fin du mois de mai sur votre événement que vous organisez. Exactement, ouais. Le 23 mai, je vais courir 24 heures sur tapis. Bon, on a annoncé une tentative de record de France parce qu'on est en train de voir ce qu'on peut faire. On verra ce que ça donne. C'est vrai que c'est pas comme courir dehors. C'est fixer le mur, c'est un autre sport. Mais je l'utilisais déjà avant pour m'entraîner, mais là c'est différent. Quand tu fais des sorties de 5, 6, 7, 8, 10 heures sur un tapis à fixer le mur, c'est autre chose. Il faut être sûr que le tapis s'éteigne pas, quoi, déjà. Ouais, il s'éteint, mais souvent pas sur celui d'à côté, parce que c'est pas tout ce qui tienne. Et d'ailleurs, on en recherche un bien pour le jour J, parce qu'on est des sponsors par Kiprun, nous, et les tapis tiennent pas 24 heures. Donc on est en train de voir avec Technogym directement ce qui se passe de ce côté-là. Ouh là là, bah oui, parce que là, il faudra trouver une solution, a priori. Bon, les entraînements maximum que tu donnes, toi, Jean-Claude, sur tapis, c'est combien de temps? Ça dépend. Ça peut être de la sortie longue pour un marathonien? Ça peut être de la sortie à allure spécifique, comme j'appelle ça, moi. Ouais. Donc c'est des allures du marathon. Je prends Moradam de Nice, c'est du 20 km 5 pendant 3 fois 25 minutes, avec récup 2 minutes, plus l'échauffement, plus la récup, oui, ça peut durer jusqu'à 1h15, 1h30, mais à haute intensité. Après, on ne pousse pas aussi loin les sorties longues de plusieurs heures sur le tapis. Il faut quand même savoir qu'il y a des facteurs thermiques très importants quand on fait des séances longues sur le tapis, puisqu'on n'a pas le rafraîchissement d'air. Donc, c'est de la déshydratation. Tout à fait. On transpire beaucoup, il faut mettre des ventilateurs, il faut bien aérer. Donc, il y a certaines conditions à mettre en place pour que l'entraînement soit efficace et pas trop traumatisant non plus.
Ça parle à tous ceux qui nous écoutent. On a tous déjà fait des footings comme ça sur tapis de course. Certains le choisissent, comme toi, Jérôme. D'autres, c'est en période comme ça de vacances, quand on est comme ça hors de chez soi, on ne connaît pas forcément l'environnement. On se dit, allez, je vais utiliser le tapis. Déjà, parlons donc des bénéfices, Jean-Claude, parce que tu nous l'as dit, toi tu vois un vrai intérêt, mais toi tu as un regard d'entraîneur haut niveau, donc j'imagine que déjà, parce qu'il y a tapis de course top niveau et tapis de course un peu bas de gamme, ça aussi c'est important pour en parler, parce que c'est souvent le problème qu'on y voit, c'est qu'on n'est pas sûr du calibrage des allures notamment. Toi tu utilises du matériel, de la technologie de pointe que tu as dû voir évoluer au fur et à mesure des années. Donc, on peut retranscrire vraiment la sensation de la course sur route désormais sur tapis, où ça reste, quoi qu'il arrive, toujours différent. Sur le plan biomécanique, il y a une petite différence puisqu'on n'a pas la force propulsive. Le petit désavantage de la course sur tapis, c'est que comme on est toujours dans le même axe, c'est toujours les mêmes fibres musculaires qui travaillent. Donc ça crée beaucoup de fatigue d'ordre local. Ça, on ne l'a pas à l'extérieur, on tourne. Donc la maîtrise de la thermie est importante. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on peut contrôler, on peut tout programmer avec ces tapis maintenant. Et on a des retours aussi sur le temps d'appui qui sont précis. On voit des déséquilibres qui peuvent être droite-gauche, jambe droite, gauche. On peut observer la technique. Toi, ça te permet de pousser l'analyse de ton athlète, de l'entraînement, de sa façon de courir, de son état de forme. On peut aussi regarder des aspects de technique de relâchement, le positionnement de la tête. Le coach est à côté, il voit vraiment ce qui se passe, quoi. Et on peut bien réguler et programmer vraiment ces tapis. Il y a 20 ans, c'était pas comme ça. Le premier grand Français à utiliser ça, c'était Paul Arpin. Il était médaillé il habitait à Bourg-Saint-Maurice, il y avait de la neige tout le temps, donc c'était un des premiers à utiliser ça en France. Maintenant, ils ont tellement évolué. À un moment, ils étaient juste pour le médical aussi, donc ils montaient à 15 à l'heure. Là, maintenant, on a des tapis qui montent à 25 km/h. Donc, on peut tout simuler. Donc, toi, c'est vraiment ça, c'est analyse des données, c'est précision des allures. C'est pour ça que tu vas chercher un peu ce type de séance sur tes athlètes, quoi. Oui, mais il y a aussi l'aspect... qu'on disait, l'aspect mental. Je ne sais pas si ça parlera peut-être aux initiés. On fait 10 fois 1000 mètres en 2,45, récup 1000 mètres en 3,20. Le mental, parce que là, c'est... Parce que le tapis, tu l'arrêtes pas. Donc une fois qu'il est lancé, programmé, c'est pas... Tu dis 3,20, mais c'est vraiment 3,20 de récup. Oui, c'est exactement ça. Et l'athlète peut évidemment, s'il est en totale panique ou agonie, il peut arrêter la machine. Non, c'est pas évident. C'est pas évident à ces allures-là. Mais il peut... c'est vraiment très mental. Vous luttez contre le tapis. À l'extérieur, t'es cuit, tu t'arrêtes. C'est ça, bien sûr. Donc le facteur mental est important. On croit que c'est facile sur tapis, c'est faux. Je trouve ça plus difficile. Enfin, c'est différent. Moi, il y a bien longtemps que je cours plus ni sur tapis ni sur truc, mais je pense que c'est honnêtement quand je vois des séances qu'ils font, je sais qu'ils sont prêts, quoi. Donc j'aurais peut-être pas le même retour quand ils sont à l'extérieur, quoi. Mais sur tapis, ils font certains trucs, c'est prêt, quoi. Qu'en dit le kiné alors, Jérôme Est-ce que sur l'effort pur, c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence à noter? Est-ce qu'il faut être vigilant quand même quand on utilise beaucoup et fréquemment le tapis de course? Non, il n'y a pas vraiment de risque. En tout cas, dans la littérature, on ne retrouve rien. C'est vrai qu'il y a une petite différence quand même, ça a été dit, c'est sur la notion d'allure sur le tapis. On fixe le tapis à 3,5. Le tapis va envoyer 3,5 pendant la durée, ou en tout cas la distance qu'on a définie. Dehors, il y a des petites variations, même si on est à allure constante. Un coup, on va monter un tout petit peu, des fois, on va baisser, parce que le terrain extérieur, sauf à avoir une piste toute plate, et encore, on a des variations du terrain, on a des légères montées, des bosses, des creux, des dévers, le vent, de face, de côté, dans le dos. Donc, on a cet aspect-là. Après, sur les inconvénients, qu'on peut retrouver une petite dangerosité qui est la chute. Sur un tapis, on peut tomber. Et je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée personnellement sur un tapis. Non, mais j'ai eu vraiment très peur. J'allais m'entraîner dans un des cabinets le soir après la journée. Et donc, on est face au mur. Donc, on fixe, on est dans son truc. En plus, on met souvent de la musique ou un truc stimulant. Donc, on est complètement coupé, on est dans l'effort. Et il y a un ballon de gym, les gros ballons mous en gym, qui
par des jeux de roulement dans le cabinet, est parti se coincer. Je raconte a posteriori, mais sur le moment, on comprend rien. Incroyable. Et le ballon s'est coincé sous le tapis. Et j'allais à, je sais plus, 19,5. Donc c'était une belle grosse allure. Et je suis parti complètement en arrière et par miracle, je me suis pas fait mal. Mais c'est vrai que là, il peut se passer ce genre de choses sur tapis. Ou, je ne sais pas, moi par exemple, on peut avoir un appui qui dérape un peu sur le côté. C'est la chute du tapis. À ces allures-là, ça pardonne pas. Donc, mais bon. Quand c'est utilisé avec des gens qui ont un peu l'habitude et qui sont concentrés sur ce qu'ils font, ça peut être, il n'y a pas de risque, mais il faut quand même l'avoir en tête de bien préparer son environnement avant de se mettre à courir. Autre chose, quand on court sur un tapis, on a souvent le regard qui fixe, ça a été dit, soit le mur, soit l'écran. À la course à pied ou en compétition, on n'a pas le regard qui est toujours au même endroit, au même moment. Et c'est vrai que des fois, on voit plus trop ses pieds, on regarde plus ce qu'on fait, et on est dans une linéarité qui n'est pas réellement ce qui se fait dans la vie réelle. Donc ça peut créer des différences. Et puis, ça a été dit aussi tout à l'heure sur l'aspect des fibres musculaires. On n'a pas du tout le même recrutement des fibres musculaires. On a un effort qui est vraiment purement linéaire et on n'a pas toutes les variations ou les virages qui peuvent arriver dans la vie réelle. Autre chose, quand on court sur tapis, on est tout seul, face à soi, face à soi-même, face à son mental. Quand on s'entraîne en groupe, il y en a toujours un qui aujourd'hui est un petit peu plus frais et donc on va avoir envie de le suivre et de ne pas se faire décrocher sans se faire rattraper par ceux qui sont derrière. Donc il y a toujours ces petites variations d'allure et ces courbes. Voilà. Moi, par exemple, j'interdis la musique. C'est ce que j'allais te le demander. Vu que toi, tu as des athlètes de haut niveau, tu veux qu'ils soient 100% focus sur la séance. Oui, S'il y a 1h45 à faire sur tapis, tu n'as pas de distraction à côté. Quoi. 1h45, je ne vais jamais aussi loin. Mais je conseille de ne pas mettre de musique, même à l'extérieur, pour être à l'écoute de sa respiration, de son corps. Donc, ça perturbe pour moi tout le côté proprioceptif, de retour sur soi. Donc, je suis contre la musique. Globalement. Globalement, oui. C'est ça. Même pour le grand public. Même pour tu trouves que c'est une erreur de ne pas écouter vraiment ses sensations C'est mon point de vue. Non, je confirme. C'est vrai que quand on veut travailler la proprioception avec des patients et des sportifs, quand on rajoute un élément perturbateur sur le système auditif comme de la musique, ça accentue la difficulté de l'effort qu'on demande. Alors moi la musique, Mathis. la musique ça c'est long. Moi je m'entraîne, j'ai des directives de m'entraîner sans musique, sans parler à qui que ce soit, sans regarder quoi que ce soit, pour m'habituer en fait à l'ennui quoi. À l'ennui parce que ton défi va durer 24 heures. Ouais, 24 heures. Alors effectivement, je me prépare à ça sur des séances qui sont plus ou moins longues, courtes. 3 heures maintenant, j'appelle ça court quand je fais des séances super longues. Sur 24 heures, moi j'aurai quand même un public en face de moi. Oui, voilà, il y aura une foule, il y aura les concerts, il y aura Kavinsky, etc. Donc je vais pas non plus être seul. Mais les moments la nuit, quand je regarde beaucoup d'interviews et de reportages sur les gens qui ont couru 24 heures, le plus dur c'est la nuit. Quand tu te retrouves tout seul, là, moi par exemple de 17h à 1h du matin, il va y avoir les concerts, ça va être génial. Donc les 8 heures où je vais être en aisance musculaire et puis arriver 1h du matin. Tu crains le coup de barre une fois que tout s'arrête. Le coup de barre, surtout le coup mental. Tout le monde se barre, plus de public, il y aura juste le staff. Tu passes de 10 000 personnes à une équipe de 5-6 personnes toute la nuit à passer jusqu'au lendemain. Et puis le lendemain, quand les gens commencent à revenir, il reste quand même 7-8 heures encore. Donc c'est là que ça va être dur. Mais oui, moi, à l'entraînement, on essaie d'éviter la musique. Alors, c'est pas pour le côté proprio, parce que proprio, dans tous les cas, moi, je fais énormément de renforcement musculaire à côté, parce que 24 heures, forcément, ça tape énormément en local. C'est pour le côté vraiment ennui, apprendre à s'ennuyer. Moi, je connais à Fitness Park, je cours. Je connais le règlement intérieur par cœur. Ça fait des semaines que je le fixe. Je regarde que ça et j'essaie de me concentrer. T'arrives à laisser échapper ton esprit ou pas ? Ouais, en fait. Parce que toi, tu fais de l'allure longue. C'est-à-dire, quand tu fais une sortie longue, est-ce que tu mets des variations d'allure ou tu restes sur l'allure que tu vises pour le défi 24 heures ? Avec Eric, parce que je m'entraîne avec Eric Clavry, on travaille beaucoup en VMA. On essaie d'augmenter un maximum la VMA justement pour que tout augmente. C'est les jauges qui augmentent en même temps, tous les seuils ils vont augmenter. On fait beaucoup d'allure. Moi, je suis à Fitness Park, je suis dans une autre salle parce que Fitness Park, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que au niveau de la chaleur dégagée, c'est un enfer. Moi, j'avais samedi, j'avais une sortie de 3 heures à faire. Au bout de 2h30, j'ai pas sauté, j'ai dit on arrête. 79 kilos
avant de partir, 71 kilos en rentrant. 71 ? Ouais, alors que j'ai bu 2,5 litres de flotte. Et on arrive à un autre problème, c'est qu'effectivement, alors je perds tous les micronutriments, je perds tout, hein, c'est un enfer. On arrivait même au problème que moi je courais à 4,30 à ce moment-là, parce qu'on va partir à 4,30, 4,45 sur les 24 heures pour faire du dégressif. Et en fait, je ne pouvais plus courir à cette allure-là parce que je glissais. Je glissais tellement le tapis était trempé de alors que normalement, tu sais, la goutte d'eau, il y a de l'air qui se crée, donc finalement ça sèche. Là, je perdais tellement de flotte, donc 10 litres de flotte, que je glissais, je pouvais même plus courir. Donc on a dit on bâche, quitte à je vais pas tomber ou me fatiguer trop, et puis on est passé à autre chose. Pour leur tentative, je pense qu'il faut qu'ils prévoient au moins 2 tapis, hein, parce que c'est un vrai problème. Même avec 1h30, on transpire tellement. Après, il y a plus la qualité de revêtement, et ça peut être dangereux, quoi. Ouais. Carrément. On y songe de tapis. Autant que Jean-Claude encadre des athlètes de haut niveau, qu'on veuille calibrer l'allure, regarder la technique, avoir toutes les données métriques sous les yeux, comme ça évite à Jean-Claude de prendre son vélo, il a tout sous les yeux, ça je comprends. Autant toi, c'est un défi, mais toi, Jérôme, quel est ton plaisir d'aller courir sur tapis ? Il y a le côté pratique de je finis ma journée de boulot et là, c'est plus facile. Mais où est-ce que tu prends du plaisir ? Ça, moi, je ne comprendrai jamais ceux qui font ça par choix, en fait. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je te rejoins. C'est vrai que c'est à chaque fois une séance d'entraînement, donc elle doit être sollicitante si on veut que ça serve à quelque chose. Tu fais jamais de récup sur tapis, par exemple. Quand tu vas sur le tapis, c'est parce que tu t'envoies une séance. Oui, voilà. Ou alors, c'est que je suis en voyage, ou les conditions font que je ne peux pas, ou en vacances, et je n'ai qu'un tapis pour courir. Ou alors, il neige, comme on a eu à Paris récemment, et on ne peut pas, c'est trop dangereux, donc on va sur tapis. Mais il n'y a pas un plaisir d'aller faire une séance dure, fractionnée, quand on a d'autres choses à faire à côté, mais c'est la garantie de se dire je vais progresser dans un domaine où j'ai encore des marges de progression pour ensuite avoir la satisfaction de voir les chronos baisser. Si on n'a pas ça, c'est compliqué de se motiver sur le long courant. Ouais. Vous sentez l'aspect mental, tous les deux, quand vous bossez sur tapis, que ce soit sur une sortie longue ou une VMA, vous sentez que vous avez bossé, vous êtes lessivé, vous êtes... Ouais, alors maintenant, moi, à force de faire que du tapis, alors à l'inverse d'un plan classique où on dit allez, séance sur tapis parce que c'est du spécifique et puis le reste c'est dehors, moi maintenant, Eric, il me met on se fait plaisir, on va dehors une heure. C'est l'inverse. Mais quand je vais dehors, je m'ennuie. Maintenant, je m'ennuie. En fait, je sais plus parce que j'ai plus les mêmes propriétés, les mêmes sensations. Je sais plus regarder. Le temps passe lentement. J'ai inversé. Et puis le tapis, ça devient un plaisir. En fait, à force de faire que ça devient un plaisir. J'ai mes marques. Je sais exactement où je vais. Moi, une sortie de dehors de 4 heures. Aujourd'hui, je sais pas. Je la prendrais beaucoup plus qu'une sortie de 4 heures sur tapis. Ah, c'est dingue. Ouais, j'ai inversé. Mais c'est vraiment un aspect mental. T'es devenu un hamster. Je suis devenu un hamster. Là, c'est assez intéressant, là, le hamster, parce qu'au début, le tapis de course, c'était un instrument de torture, globalement. Ça a été inventé d'abord pour les animaux, pour produire comme les roues à aubes, travailler et tout, et on punissait en Grande-Bretagne, dans les prisons, ils devaient marcher, c'était une torture, quoi. Et donc parfois ça peut le redevenir le principe du hamster qui tourne, hein. Mais il faut y trouver une motivation et un intérêt. Moi évidemment je préférerais courir en forêt avec des oiseaux, des trucs. Mais c'est un outil. C'est un outil. Ta démarche, moi je la comprends. C'est la leur que j'avais du mal à saisir. Autant Mathis se lance un défi. Alors moi, faut pas me. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, faut pas m'écouter et là-dessus. C'est parce que moi, mentalement, je sais que j'ai 6 mois à tenir à faire que ça. Donc si je débloque pas et que tous les matins j'y vais en faisant la gueule, en disant putain, je cours sur un tapis, ça le fait pas. Donc je suis obligé de. Voilà, pour quelqu'un d'un athlète normal qui prépare des courses normales entre guillemets, voilà, il peut. Je trouve ça. Non, mais après, je comprends aussi quelqu'un qui a la chance d'avoir un tapis chez lui et qui s'en sert aussi sur. Exactement. Recommandation, ne pas mettre un tapis dans un appartement parce que, les voisins d'à côté, en dessous, c'est insupportable. Il faut un garage. Une terrasse, un balcon, et encore, ça pèse lourd. Hein, donc, ça pèse très lourd les tapis, il faut faire attention. Et puis après, il y a tapis et tapis, c'est ce qu'on disait aussi avant le début du podcast, c'est qu'il faut prendre un tapis de qualité. C'est le risque aussi quand on va en salle, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Juste un conseil général de vous deux, peut-être Jean-Claude et Jérôme, sur la déclivité que vous mettez comme ça sur un tapis. Quand tu leur fais faire une séance à tes athlètes, tu mets quoi, 1%, c'est ce qu'on dirait généralement? Non, alors il n'y a aucune étude scientifique qui... Ah, ça, c'est pas prouvé. Non, c'est pas prouvé. Ok. Donc d'abord, il faut bien regarder s'il est bien positionné, le tapis aussi, hein, parce que parfois, on peut le gérer, il est un peu déjà en déclivité. Donc moi, par habitude, les athlètes mettent 0,5. D'accord, histoire d'avoir un petit peu, quoi.
Mais il n'y a rien, aucune étude scientifique. Vraiment, j'ai creusé l'affaire. Je te fais confiance. Et alors, par contre, on peut faire du travail de côte. C'est magnifique. Hein. Là, on peut tout simuler. Un trail, c'est exceptionnel, quoi. Maintenant, les trucs. Mais bon, il faut mettre le prix. Hein. Et pour ceux qui voudraient. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, un beau tapis. Hein. Ouais, un beau tapis, c'est 20 000 euros. Et la durée de vie? Bah alors là, j'ai pas trop de. Si c'est entretenu, ça peut durer longtemps, au moins 10 ans sans problème. Nous, ceux qu'on a dans les cabinets, ils tiennent sans très très peu de services après-vente, de maintenance. Si c'est bien entretenu, il n'y a aucun problème. Comment on entretient bien son tapis alors? Déjà de vérifier les connectiques parce que le tapis bouge quand on court dessus. Donc le tapis peut se décaler légèrement, mettre en tension les prises. Donc il faut bien regarder les connectiques. Après, il y a souvent des mises à jour dans les tapis de haut de gamme. Il faut bien les faire. Vérifier l'adhérence du tapis au sol, vérifier la qualité du tapis en lui-même qui tourne. Mis à part ça, après, ça se fait tout. Après, attention aussi à la poussière qui peut se mettre partout autour. Donc, si on voit qu'il y a de temps en temps des petits accrochages, il ne faut pas hésiter à appeler les marchands qui viennent faire des contrôles et voire même des formations sur les tapis. Voilà. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Et la déclivité, qu'est-ce que tu en penses en tant que kiné, toi? Je rejoins, il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent qu'à tel pourcentage, on est mieux ou moins bien. En fait, tout dépend ce qu'on veut faire. Effectivement, pour du travail de côte courte ou de côte longue, c'est super parce qu'on peut vraiment se calibrer. Moi, personnellement, je mets 1% en me disant ça va reproduire un peu ce manque de propulsion sur la route, voilà, qu'on peut avoir, qu'on a sur la route mais qu'on n'a pas du tout sur le tapis. Mais honnêtement, je pense que ça change pas grand-chose, quoi. Il faut pas faire que du tapis. Hein. Ah non, bien sûr. Il faut aussi faire un travail technique à côté, ce que très souvent les joggeurs ou les runners ne font pas. Hein. On a tendance à faire des kilomètres, mais il y a aussi le reste, le travail périphérique est extrêmement important, que ce soit de la musculation, de la prépa physique, du gainage, et le travail de pied, qui malheureusement est... Tu les fais courir en carbone, tes athlètes, sur tapis? Ouais. Bon, ils choisissent. Moi, je suis pas un tout carbone. Je demande de l'alternance, quoi, parce que les carbones, il y a quand même, on le voit de plus en plus là, qu'il y a les tendons, le bassin, des fractures, de fatigue, parce que bon, si on n'est pas gainé, si on n'est pas solide au niveau du bassin, il y a du risque. Donc non, ils font pas que du carbone. Tu maintiens seulement pour les séances de qualité. Quoi. Et sur les tapis, ils les mettent. Bon, après. Moi, je reconnais pas carbone, pas carbone, ils mettent... tu leur laisses le choix pour ça, mais après, tu leur dis juste de ne mettez pas systématiquement le carbone. Non, ça peut vous poser des problèmes là-dessus. Okay. T'es surpris quand t'entends que Mathys peut perdre jusqu'à 8 kilos sur une sortie de 3 heures? Non. 8 kilos. Non, ça m'arrive souvent de les peser avant et après. Parce que il est assez difficile de bien s'hydrater quand on fait du continu à 20 km à l'heure et des trucs. Donc, ils prennent une gorgée, ils s'épongent. On voit bien que ça coule de partout, quoi. Donc, ça ne me surprend pas du tout. Donc, il faut qu'ils mettent beaucoup de ventilateurs, il faut qu'ils aèrent bien. Sinon, le danger de son aventure, que j'irai voir si c'est pas trop loin. Je serais curieux de le voir. Et il a raison de le dire. On a organisé, nous, des courses de 24 heures avec des relais comme ça. 3h, 4h du mat. Ça devient dur. Nous, on l'avait fait en relais. On avait fait le record du monde de RMC en 2024 à 50 jours des Jeux à Charletti, mais avec des relais d'équipe qui se relayaient toutes les heures. C'est vrai qu'il y a le passage 4, 5, 6 heures du mat. Alors, je ne sais pas à quelle heure tu vas démarrer, à quelle heure tu vas finir. 17h. À 17h. Tu vois, nous, on avait hésité. Et au final, on l'avait avancé à 14h. Ça tape encore plus, je pense. On s'était dit ça, qu'il allait y avoir l'effet nuit difficile. Mais au final, bon, t'es bien content quand... Moi, dans l'idéal, parce que t'imagines que j'ai le temps d'y réfléchir. Ouais, bien sûr. Dans l'idéal, je serais parti à 21h. 21h. Oui, la pour nuit, limiter la fin de la nuit, ouais. ça y est, tu commences à être dans le dur, c'est le début de la journée. Ouais. Mais dans le cadre dans lequel je le fais, festif, etc. Ton tapis sera couvert ou en extérieur? En fait, là, on travaille sur une bulle. C'est très compliqué. Effectivement, il y a tous les paramètres de renouvellement d'air, tous les paramètres parce qu'il va falloir on va pas mettre de ventilo, c'est pas beau déjà, et puis c'est pas pratique. On va pas mettre des ventilos jambes, ventilos corps, ventilos tête, c'est pas possible. Et surtout l'aspect audition, parce qu'on va avoir 110 décibels de la scène. Ah oui. Voilà. Et là, on est en train de faire des devis. Je t'explique
pas la galère. J'explique pas la galère parce que déjà pour un humain normal dans une boîte de nuit, tu es à 90 décibels, là il va y avoir 110 décibels à la régie et on est en train de voir comment on fait parce qu'on devait faire une jolie bulle en fait, mais la jolie bulle ça va pas être si simple que ça parce que tu peux pas courir alors quand on parle aux ingénieurs ils me disent ouais c'est bon tu feras avec, de toute façon c'est que 9 heures à faire, après tu sais c'est la nuit, c'est plus compliqué que ça. Tu donc peux pas tester en plus, tu peux pas tester, mais du coup on fait tout avec on bosse avec des ingénieurs qui eux font des simulations acoustiques et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, renouvellement d'air, CO2 aussi on remplit une pièce de CO2 très très rapidement. Donc c'est très compliqué à mettre en place. Rigidité, je vais courir sur un sol, il faut que le sol soit hyper rigide parce que le tapis à force de taper dessus on rebondit et puis en fait on s'enfonce dessus, il y a une perte d'énergie énorme, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et tu mets des chaussures à plaque carbone toi sur 24 heures Non, jamais de la vie. Non. Moi, en plus, je sors d'une fracture bassin, fracture lombaire, etc. Donc, déjà, on est mollo là-dessus. Non, sur pas de carbone. Je mets du carbone, effectivement, pour du spécifique, mais pas pour 24 heures. Avec Kipron, on teste leur prototype. Là. C'est beaucoup de comme je suis lourd, je suis un coureur lourd quand même, autour de 80 kg, beaucoup d'amortis. Beaucoup d'amortis, mais pas trop non plus, parce qu'à force, tu t'enfonces, et puis le pied il travaille, et puis au bout de 5 heures, 24 heures de tapis, tu peux pas changer de paire de chaussures. Si, on va changer. Si, on change. Parce que et comment tu fais alors on fait des pauses, en fait, il va y avoir un huissier qui sera là, et puis on va laisser le tapis tourner, et puis il décomptera à la vitesse à laquelle je courrai. Tu l'as anticipé ça, les changements de chaussures, le roulement Ouais, on est en train de bosser sur ça, parce qu'un changement de chaussures au bout de 3 heures, c'est pas la même chose qu'un changement de chaussures au bout de 17 heures, où il y a quelqu'un qui va devoir le faire à ma place. Et puis pareil, on a le même souci encore au niveau de la flotte. Au bout de 2 heures sur tapis, moi, bloup dans les chaussures. Oui, ça coule la transpiration coule dans les chaussures. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas alors une fois qu'on aura résolu ces paramètres, ce sera simple entre guillemets, parce qu'après il y a plus qu'à se concentrer et puis voilà. Mais quand on a sur des épreuves comme ça, c'est comme sur un marathon, quand on est au 35e et qu'on a un tout petit problème, le petit problème il se transforme en problème monstre, et pour se remettre dedans c'est un enfer quoi. Ça va être un sacré défi quoi, mais le tapis peut lui faire plein de choses. Bon, malheureusement il n'a pas pu courir, mais on avait pratiquement fait une simulation du marathon de Paris avec les côtes, les trucs avant les Jeux. Tu pouvais le programmer, le fameux marathon olympique où il y avait toute la montée à Versailles et la redescente. On pouvait tout faire. Tu avais pu le bosser, même la descente, tu avais pu la bosser. Il y a des tapis qui permettent la descente, d'autres pas malheureusement. Tu peux courir en descente sur les tapis. On peut tout faire. En termes d'hydratation et d'alimentation, comment tu vas faire? Comment tu vas gérer ça, Mathis? Là, on fait des tests. On essaie de manger le moins possible. Je suis beaucoup à la malto. Je travaille beaucoup à la maltodextrine. On travaille beaucoup sur les micronutriments. Gel, compote, tout ça, En fait, on est en train de tout tester. On est en train de faire des sorties de 5 heures uniquement à la malto, des sorties de 5 heures uniquement à la compote, uniquement au gel, pour voir à quel moment, parce qu'en fait, une sortie sur un marathon, en fait, si moi je fonctionne au gel sur un marathon, ça ne veut pas dire que je fonctionnerai sur 24 heures au gel. Non, sûr. Donc on est en train de faire des tests. Les micronutriments, pareil. On met juste de la flotte, ça marche pas. On est en train de voir les jauges de sel aussi, parce que plus il y a de sel, moins on transpire, voilà. Donc c'est très compliqué. Là, moi, je tourne à 90-100 grammes de glucides par heure. Je les assimile bien. Ce sera pas dit que au bout de 15 heures, j'arriverai à assimiler ça. Pas du tout, mais même pas du tout. Donc on essaie de voir. C'est très complexe à voir. Et on peut pas. Je suis pas en labo non plus. Donc il y a même, on bosse pas. Même les athlètes de niveau bossent pas non plus en labo. Ça, c'est des trucs qu'on fait par test. Bien sûr. Et c'est compliqué de savoir. Et surtout que le maximum que je vais faire, c'est 10 heures, 12 heures. Donc à partir de 12 heures, ça va être l'inconnu total, quoi. Bon, mentalement, on peut dire s'il arrive à faire 12 heures, il fera 24 heures. Moi, je pars toujours de ce principe. Maintenant, c'est quand même une part d'inconnu. Bon, après, avec Eric, il a l'habitude de faire des trucs comme ça. Donc, mais je pense que l'environnement mental sera extrêmement important, quoi. Le soutien psy. Il sera là le jour J. C'est important. On ne peut pas non plus le fouetter s'il avance plus. Tu as l'excitation au début, mais après, il y a la fatigue qui arrive et qui rend le défi encore plus difficile, c'est sûr. Tu fais de la préparation mentale? Avec Eric, on travaille sur plein de choses. Le CESA, par exemple, regarder un point fixe extérieur, regarder un point large extérieur, regarder un point fixe intérieur, un point large intérieur. On fait plein de choses. Pareil pour décomposer les 24 heures. Lui qui était avant était sur Ironman, sur du triathlon long. En fait, on le décompose pareil. On le décompose pareil en 3 étapes. On le voit comme un triathlon, ce truc-là. Donc les 9 premières heures, c'est la natation, c'est facile. Après, c'est l'enfer qui commence, le vélo qui est interminable. Et puis après, voilà. Et en fait, on travaille
on fait des colonnes de 3 heures. Dans les colonnes de 3 heures, on a 1 heure. Dans 1 heure, on a des ravitaux. Bah oui, mais sinon, c'est impossible en fait. Sûr. Parce que si j'ai un décompte, ah, super, ça fait 2 heures que je suis, il te reste 22 heures. Ah non, mais c'est sûr. Tu pètes un câble. Mais on fait beaucoup de préparation mentale et c'est le plus dur. C'est le plus dur. Et d'anticiper les problèmes aussi. Si par exemple j'ai mal au pied, si j'ai mal là, si mon cœur, je le sens pas bien, d'anticiper tous les problèmes mentalement. Mentalement, tu peux le faire. Malheureusement, physiquement, tu pourras rien. Non, bien sûr, mais au moins d'anticiper vous prenez des paramètres, fréquence cardiaque, ventilation, glycémie. Je travaille avec un nutritionniste qui fait aussi beaucoup de physio et on travaille énormément avec ça. Tous les matins, j'ai le droit à ma VFC, stress, sommeil, on paramètre tout. Et là, je suis au milieu. Pas en effort. Ah non, pas en effort, ça sert à rien. Mais on n'est pas avec les loisirs qui veulent faire. C'est pour ça. J'allais recentrer là-dessus parce que Mathis, son défi est exceptionnel. Et d'ailleurs, il y a peu de gens qui vont tenter ce type de défi. Mais pour parler au grand. Faut pas le recommander. Non, surtout pas. Ne faites pas ça chez vous. C'est ce qu'on dit régulièrement. Pour le grand public, l'œil du coach haut niveau et du kiné, justement, les bénéfices, avant de parler des risques, parce qu'il y a quelques risques aussi, j'imagine, à courir sur tapis, les bénéfices évidents, c'est qu'on peut reproduire une progression comme ça sur tapis. On peut aller chercher des allures qu'on aurait du mal à aller chercher sur la route ou sur piste. Oui, on peut calibrer très facilement. On peut se rendre très vite compte si ce qui est programmé est un peu trop dur, donc de réduire l'allure. Ça se fait en instantané, avant même qu'il soit trop tard, quoi. Ouais. Donc il faut d'abord s'habituer à courir un peu sur tapis au début. Il faut prendre ses marques quand même au début. Prendre ses marques, ses repères. Est-ce que les gens qui vont à la salle doivent essayer de prendre systématiquement le même tapis ? Ils sont à peu près tous toujours les mêmes dans les salles, c'est les mêmes marques, des contrats, mais je pense que le revêtement doit être assez souple. Les tapis à bande, à barre sont les mieux, c'est les plus souples. Il faut de l'amorti, ça c'est clair. Il faut qu'ils soient bien étalonnés et qu'ils apprennent progressivement à courir là-dessus à différentes allures. Ils commencent tout petits. Et il faut qu'ils maîtrisent un peu l'attitude. Il ne faut pas qu'ils s'endorment, sinon ils vont sortir derrière. Il faut, moi, ça m'est arrivé en regardant la télé, tu oublies le truc et boum, tu te retrouves les risques de chute derrière. Donc après, ils prennent de l'assurance et ils peuvent programmer des séances. Ouais. Toi qui encadre beaucoup de prépa de marathon, quand on veut justement calibrer une allure marathon et se la rentrer mentalement dans la tête, ça peut être un bon outil, justement, le tapis, comme ça, d'aller faire des séquences longues, tu disais tout à l'heure, de 5 km ou de 4 ou des 15-20 minutes comme ça. Intégrer une allure comme ça grâce au tapis. Oui. Après, il faut bien savoir quel est l'objectif cible bien sûr. Et puis le tester. D'abord sur 10 km, après sur 1 heure et après 1 heure et quart. Mais ça suffit déjà largement. Mais une sortie longue, parce qu'on considère que ce sont les sorties les plus importantes de la semaine en prépa marathon, tu peux très bien la faire sur tapis. On peut la faire sur tapis. C'est pas un problème. Alors moi, je ne suis pas un forcené des sorties très longues. Enfin, c'est dans ma stratégie. Bien sûr. Je suis pour des sorties longues à l'allure spé. Voilà, de qualité. Parce que faire une sortie de 3 heures, tout le monde est capable d'en faire une. Mais si ça ne correspond pas à l'allure de ce que vous voulez faire, on ne peut pas faire non plus. Il ne peut pas faire 24 heures. Donc, mais tu peux faire des blocs d'intensité avec l'intensité qui est bien fixée. Avec de la récup entre. S'ils font 1h30, c'est largement suffisant pour moi. Après, il y a des traumatismes. Là, tu me parles de champion de haut niveau ou de tout le monde ? Non, tout le monde. Moi, un bon entraînement, c'est un entraînement qui permet de se réentraîner le lendemain. S'il faut récupérer une semaine, une sortie longue de 3 heures, c'est stupide. Parce qu'il vaut mieux faire 3 séances d'une demi-heure qu'une séance d'1h30. Ah, mais ça, oui, bien sûr. La fréquence et la régularité, c'est la clé. Voilà, c'est la clé. Donc, qu'en pense le kiné alors du coup, Jérôme, quels sont les bénéfices principaux que tu y vois, toi, à la course sur tapis ? C'est déjà de se prouver à soi-même qu'on est capable de courir. Parce que nous, les patients, par exemple, on les récupère après blessure, on leur réapprend à marcher, puis à trottiner, puis à courir un petit peu plus vite. Donc, il y a des tas de gens aussi qui veulent se mettre au sport, par exemple, autour de 40 ans, qui se disent « Oh là là, mon pauvre, non, j'ai jamais couru, jamais fait de sport. » Et quand on les met sur tapis et qu'on les fait marcher, puis marcher un peu plus vite, puis trottiner, ils se rendent compte qu'ils sont capables sur des durées très courtes. Alors que, on va pas les amener sur piste, ils vont tout de suite être stressés, etc. Donc, ça a un avantage, c'est qu'on peut gagner en confiance en soi en courant sur tapis. Après, ça a été dit, c'est de pouvoir maîtriser ses allures, maîtriser ses intervalles, maîtriser son intensité de manière très simple avec 2-3 boutons sur le tapis. C'est
pratique, il faut bien se dire, quand on vit en ville, quand il faut faire coexister en même temps l'heure des repas, la digestion, le jour, la nuit, la vie de famille, quand on a une demi-heure, le temps de mettre ses baskets, de sortir et de savoir où je vais aller courir, quand il faut slalomer entre les vélos, les piétons, qu'il fait nuit, qu'il pleut, que ça glisse et qu'il y a des feuilles mortes, le tapis, c'est la solution de facilité. Honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Et après, il y a quelques inconvénients qu'on pourra aborder après. Ouais, on va en parler dans un instant des inconvénients, mais dans la réadaptation, comme ça, dans la remise en route du sport quand tu as des patients, tu conseilles le tapis avant de retourner sur route ou sur piste, quoi. C'est un bon entre-deux comme ça avant de se relancer sur la pratique de la course à pied en extérieur. Oui, disons que pour nous kinés, on a le patient qui est en réadaptation ou en return to play comme on dit, on le voit, disons que c'est mieux que de lui dire va courir dehors, on va pas voir comment il va courir, on va pas voir les compensations, on va pas voir son schéma de course, sa technique, sa biomécanique, on va pas voir tout ça. Sur le tapis, on est derrière, on est sur le côté, on peut faire une analyse vidéo, on peut travailler avec un métronome, on peut voir les compensations. Donc c'est beaucoup mieux pour nous kinés d'avoir le patient sous les yeux pour voir ce qu'il fait et ensuite de lui donner le feu vert pour aller dehors. Comment on est certain que l'allure est bonne sur le tapis ? Ça, c'est... Comment on peut en être certain ? On n'en est pas plus certain qu'à l'extérieur. Ça, c'est le boulot de l'entraîneur de bien calibrer ce qu'il demande à l'athlète en fonction de son niveau, de son profil. Mais ce que je veux dire, c'est comment tu sais que si tu mets 3,30 sur le tapis, tu es sûr que c'est bien 3,30 l'allure du tapis jamais sûr. Hein. C'est ça le truc. C'est comme le temps. C'est ça le problème. Entre le temps du tapis et le temps sur la montre, déjà, c'est pas le même. Mais déjà, oui. Donc, alors, tu te dis bien que l'allure... Les montres, ça, c'est une progression qu'il faudra amener, mais c'est toujours délicat forcément pour la montre. C'est définir la bonne zone, la bonne allure aussi entre la montre et le tapis. Mais je parle même pas de l'allure. Hein. Sur le défilement des secondes, on n'a pas la même chose quand je lance la montre et quand je lance le tapis, mais c'est pas 2 secondes, c'est 30 secondes des fois. C'est fou. C'est étonnant quand même. Là, on n'a pas de certitude en fait. Comment on sait que... On n'a pas de certitude, mais après c'est des zones peut-être. C'est comme je dis, c'est toujours des zones physiologiques. C'est pas 1 ou 2 secondes près. C'est le ressenti aussi qui est extrêmement important. Si on prend des RPE ou des choses comme ça, mais ça c'est de l'ajustement et du coach. Mais sur une piste, t'as des repères précis sur une piste d'athlétisme par exemple. Oui, mais moi, par exemple, je chronomètre plus moi. Mes athlètes, moi j'ai besoin de les regarder. D'abord ils se chronomètrent eux-mêmes, ils font les trucs, donc c'est l'allure générale, c'est le ressenti qu'ils ont qui me suffit moi pour. Tu juges l'intensité de l'effort toi en fait, plutôt que l'allure exacte et le. Ouais, au bout de 50 ans d'entraînement. Le coup d'œil est facile, c'est sûr. Et puis la connaissance des athlètes. Hein. Alors chacun est différent. Mais ça nous suffit, quoi. C'est pour. Non, mais c'est sûr. Mais parce que c'est le doute. Moi, j'ai toujours en tête celui qui est en déplacement professionnel ou personnel, je vous le dis, dans un hôtel ou quoi, qui se retrouve dans un gym qu'il n'a jamais fréquenté. Il peut se retrouver sur un tapis qui est un peu détraqué et du coup être perdu au niveau des allures. En fait. Mais après, oui, c'est à la sensation. On connaît, quand on a l'habitude de s'entraîner, on connaît un peu les allures cibles et les allures au-delà desquelles il ne faut pas trop aller. Donc, mais c'est plus du ressenti. Mais c'est vrai que des fois, on met 3 montres, on a 3 données différentes. Non, bien sûr. Là, donc c'est un peu... Bon, mais on reste quand même sur des intervalles quand même assez courts. Donc, on sait qu'on est dans les bonnes zones. Mathis, tu vois des différences entre les tapis d'allure comme ça, toi qui fais des heures et des heures moi, je cours dans 3 salles différentes parce que pour les heures de nuit, je suis dans mon studio de coaching que j'ai l'habitude de fréquenter pour aller la nuit tout simplement, qui est du privé. Quand je fais des séances courtes en dessous de 3 heures, mais là je pense qu'on va réduire les séances courtes à moins de 2 heures maintenant, on va chez Fitness Park parce qu'en fait il y a trop de... Il fait 24 degrés à l'intérieur, c'est un enfer. Et quand je vais du coup dans une autre salle un peu plus premium, on va dire, avec c'est des grands espaces, etc., pour faire vraiment du long, je vois la différence. Alors on ne voit pas la différence sur du 10 km/h. Quand je fais par exemple un peu plus de seuil où je pousse à 18-19, là je vois vraiment la différence. Samedi j'étais à Fitness Park pour faire, j'avais 14 fois, j'étais des 300 à faire, je les faisais à 20 km/h, c'était le maximum que proposent les technologies. Et oui, parce qu'il y a des tapis bridés aussi, ça arrive. Et j'étais vraiment très facile, et je pense que j'étais pas à 20 km/h. Je pense que j'étais pas du tout, en fait ils sont tellement pas habitués à pousser, puis en fait ils sont utilisés toute la journée de 6h du matin à 23h en non-stop. Je pense que les tapis tout à l'heure tu disais qu'ils avaient une durée de vie grosse chez vous, peut-être les kinés. Je pense que chez Fitness Park ou dans les grosses
grosses enseignes comme ça qui tournent non-stop tout le temps, je pense que la durée de vie est très faible parce que je vois souvent en réparation, en panne. Et 20 km/h pour moi, quand je fais 20 km/h sur la piste, les 14-300 à 20 km/h, je les sens et à la fin je suis tapé. Là, j'étais limite tout propre, tout nickel à la fin et je sais que j'étais pas à 20 km/h. Ou alors j'ai vraiment progressé. Oui, alors là, oui, à la limite, autant se dire ça. Autant se dire ça. C'est ça, ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Psychologique sur lesquels il faut se dire. Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Toutes les séances ne doivent pas être un calvaire non plus. Non, c'est sûr. Parfois, les gens, certains s'entraînent trop dur par rapport à leur niveau. C'est ce qui est souvent reproché aux athlètes français d'ailleurs, de toujours être au taquet. Pas que les Français, en général. Faut pas être à fond en permanence, quoi. L'entraînement, c'est l'entraînement, la compète, c'est la compète. Donc, c'est autre chose. Non, c'est sûr. Moi, je préfère que finir un peu avant, on n'a pas entamé des réserves et qu'on peut repartir le lendemain, quoi. On a parlé des bénéfices. Quels sont les risques du tapis alors, Jérôme ? Alors, il y a les risques qu'on a déjà évoqués, la chute, et puis le fait d'être plus dur mentalement et de devoir tenir dans la durée, c'est quand même pas simple pour tout le monde. Après, il y a des risques aussi liés à l'environnement. On l'a dit, le risque de déshydratation, il est plus élevé sur un tapis et dans une salle de sport. Et la déshydratation, on ne s'en rend pas compte déjà de base, et on s'en rend encore moins compte quand on fait un effort. Et quand les effets physiologiques de la déshydratation arrivent, ça peut être quand même très brutal. Là, ça peut amener tout de suite à une blessure. Tout de suite, ou un malaise. Un malaise sur un tapis, ça veut dire une chute. Une chute à allure vite. On peut se faire des traumatismes, des blessures, etc. Il peut y avoir d'autres personnes derrière qui sont également blessées. Après, il y a un risque. On le classe dans risque, mais le fait de courir sur un tapis, ça fait du bruit. Et ça peut aussi gêner les gens qui sont à côté et qui peuvent te dire bon, t'es mignon, ça fait 40 minutes, tu nous pollues les oreilles. Donc c'est pas toujours non plus évident. Après, on l'a dit aussi tout à l'heure. T'as pas de problème de proprioception, je sais pas, ça peut pas créer, si t'en fais trop, un problème quand tu retranscris ensuite sur la course dehors? Non, le seul vraiment aspect qui est différenciant pour moi, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il manque la propulsion. Et on résiste à une allure quand on est sur un tapis et c'est pas tout à fait le même effort emmené, en fait. de la force de le travail du pied, de gratter, de se propulser. C'est pas du tout la même chose sur un tapis, donc c'est pour ça qu'on peut pas faire que l'un ou que l'autre, mais les deux sont bien. Après, les risques, c'est de pas vraiment coller à l'épreuve et à l'effort qu'on veut mimer. Si on s'entraîne sur un marathon sur tapis, ça va pas du tout être la même chose que sur un semi ou sur un 10 km. Bon, ça, c'est évident. Après, le risque, c'est d'être toujours rectiligne. C'est un effort qui est rectiligne. Il n'y a aucune variation, que ce soit la montée, la descente, etc. Donc, mais ce sont des risques de perte de qualité de l'entraînement. Ce n'est pas des risques de traumatisme, ou pas plus qu'ailleurs, quoi. Voilà. Jean-Claude, qu'est-ce que tu vois comme risque, toi ? Les avantages aussi, il l'a dit, les kinés le font. C'est l'entraîneur, il peut bien observer par derrière, par devant, la pose des pieds, filmer. On voit les attitudes, le relâchement, le port de la tête, comment il respire. Donc ça, il n'y a pas d'entorse, a priori, alors que dehors, c'est des grands spécialistes quand même. Donc là, c'est nickel. Donc effectivement, les quelques dangers qui ont été cités, ça peut être la chute, le fait de faire que ça, et de ne pas aller dans la nature et faire un travail aussi technique et tout ça. C'est les seuls inconvénients, quoi. Après, il y en a, ils aiment courir que dehors, d'autres adorent le tapis. T'en as des athlètes de haut niveau qui privilégient le tapis à la course dehors? J'aurais tendance à dire, par exemple, que Morad, lui, même au Kenya, il court sur tapis. Certains, quand ils reviennent de blessure, ils aiment bien. Ou quand ils ont eu un travail, qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Parce que c'est une façon de rester concentré. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Calibrer tout ça. Ils ne perdent pas de temps. Ouais, c'est ça. Ils l'ont à la maison. C'est l'optimisation. Oui, t'as pas la pluie, il fait jour. Quand tu es courir dehors et qu'il fait nuit, c'est pas pareil. Pas de déplacement en voiture pour aller dans une forêt. Tu gagnes du temps. Quand tu as un tapis à la maison, ça peut être... Voilà, tu es sûr de ce que tu as. Des fois, la piste, tu sais pas comment tu la trouves. Tu as des flaques, tu as du monde. Voilà.
On n'a rien contre les scolaires, on est déjà content quand ils courent. Donc, exactement, c'est sûr. Ils courent de moins en moins, donc voilà, c'est ça. Voilà pour les bénéfices et les risques. Parlons donc de ton défi, Mathis, et de ce week-end qui t'attend 23-24 mai, c'est ça? Ouais, à Mâcon, exactement. Voilà, donc le Run and Fest, c'est le premier festival en France qui mixe musique, art et course à pied, avec 3 courses qui sont organisées sur ce week-end-là. Il n'y a pas que ton défi, il y aura un 10 km, un semi et un marathon. Exactement. Voilà. Et en plus de ça, donc des sets de DJ, notamment Kavinsky, qui est le DJ des Jeux Olympiques, qui sera là, quoi. Exactement, ouais. Ça se passe sur samedi-dimanche. Donc on a le samedi l'ouverture du festival à 14h avec les premiers DJ qui rentreront à cette heure-là. Et puis à 17h, moi je pars sur mon tapis. Festival jusqu'à 1h, 1h30, puis on met tout le monde dehors à 2h du matin. Là, ça va commencer à être marrant pour moi. Tout le monde de la nuit qui va travailler dans l'ombre. Et puis le lendemain, départ des courses à 8h pour le marathon, 10h le semi, et midi le 10 km. Des bons parcours, roulants ou compliqués? Le 10 km, grave. Ouais. Le semi et le marathon, faut aimer voir les vignes. Okay. Voilà, alors on a fait des très beaux parcours. Ok. En roulant, non. Faut pas y aller pour un RP. Faut y aller pour. T'as raison de prévenir les gens, c'est sûr. Je préfère prévenir, effectivement, mais c'est des magnifiques parcours. Moi, si je veux pas faire un RP, c'est un truc que je ferais 1000 fois si c'était pas sur mon tapis. Okay. Si je veux faire un RP 10K sans problème, je crois qu'on a 40, même pas 42 D+ dessus. C'est pas trop tournant dans tous les sens, c'est plutôt cool. Le semi, ça va. Le marathon, vers la fin, ça monte un petit peu. C'est pas l'enfer, c'est pas du trail non plus. Mais voilà, la beauté du parcours, on passe dans tous les petits villages, Pouilly, etc. à gauche, donc c'est magnifique. On gagne son poids en vin. Pourquoi pas on gagne. Je vais envoyer mes athlètes. Alors. Voilà, c'est ça. Et justement, après on arrive. Les athlètes, ils pèsent pas lourd, c'est ça le problème, Jean-Claude. On arrive au festival directement après, et puis après on peut profiter de la fête tranquillement. On a voulu ne pas tomber dans tout ce qui est le marathon du Beaujolais, etc. Ne pas faire la même chose où on se met une tôle sur la course. Là, on différencie vraiment les deux. Effectivement, on court. Et la veille, si on veut se mettre une murge, on la met, mais pas pendant les parcours. C'est vraiment un choix qu'on a fait. C'est vraiment après, on peut aller boire un coup, profiter du festival, des concerts, etc. Et puis, Jean-Claude. Si je retombe dans mes travers physiologiste et de recherche, moi, j'aimerais bien te brancher sur tout, sur des câbles partout, relever. C'est vrai. Est-ce que tu vas être un rat de laboratoire? C'est un sujet d'expérience intéressant. On en parle parce qu'on est quand même sur le sujet. Sur un festival comme ça, il y a 20 000 sujets, vous imaginez bien. Mais sur le problème du 24 heures, il y avait la bulle et il y a aussi tout ce qui est physiologique. Il faut un médecin à côté. 5 jours après, je reste à proximité d'un hôpital, par exemple. Moi, je me voyais déjà aux Maldives pour la première fois de ma vie, les pieds en éventail, pas du tout, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et ma mère me disait ça parce qu'elle bosse, elle connaît pas mal de médecins. On a un ami qui nous en parlait, il est psychiatre, et il disait ce serait bien, effectivement, ça pourrait intéresser des médecins. Alors après, courir avec des électrodes de partout, je sais pas, mais en tout cas, vraiment tester, tester plein de choses sur le moment, ça se fait. Il y avait Riles qui avait couru dessus. Lui, il a fait vraiment du côté artistique. Pour un mec qui est pas sportif de base, il a fait 207 bornes. Riles qui est un rappeur, pour ceux qui l'ignorent, c'était la sortie d'un album et il avait mis 24 heures de concert. Et ce qu'il avait fait, c'était vraiment magnifique. Et pour un mec qui s'entraînait, je pense, très, très longtemps avant, mais il avait fait quelque chose de magnifique. C'était pas un sujet d'études sportif non plus. Elle avait vraiment fait quelque chose de beau avec la scie derrière lui qui courait. Là, oui, on est plutôt dans la démarche sportive. Alors, il y a un message à faire passer aussi. Ce sera pile 1 an après mon accident. J'ai quand même fait 3 mois cloué à l'hosto et au lit, avec pas mal de trucs de cassés. C'est histoire de dire, voilà, on peut revenir. On peut revenir, on peut faire ce qu'on veut. Oui, il y a un message derrière, t'as raison de le dire. Sinon, je le ferais pas sur tapis. Je ferais même pas de 24 heures non plus. Là, d'ailleurs, ce que je disais, c'est que s'il n'y avait pas ce festival-là, et que j'avais pas cette visibilité de le faire, honnêtement, en totale transparence, je le ferais pas. Je le ferai pas de mon côté. C'est pas un truc qui m'intéresse. Aller me mettre une tôle pendant 24 heures dans un fitness park, je le ferai pas, par exemple. Je te rassure, on le ferait pas non plus. non, mais c'est pour donner la motivation, c'est pour faire passer un message et dire voilà, regardez ce qui est possible de faire. Si moi je peux le faire, entre guillemets, pas tout le monde, parce qu'on va pas dire tout le monde peut le faire, mais il y a plein de choses qui sont envisageables. Donc voilà, week-end du 23-24 mai à Mâcon, on a mis les inscriptions sont en place. C'est à 1h15 de Paris, faut le dire quand même. C'est à 1h30 de Genève, c'est à 3/4 d'heure de Lyon, donc c'est largement accessible. Il y a pas
pas que ceux qui sont dans le Mâconnais qui peuvent y participer. Et ça permet de faire un festival autour de la course à pied. Donc, Exactement. Et ceux qui courent, ils peuvent y participer. Ceux qui ne courent pas peuvent participer aussi. Il y en a pour tout le monde. Et puis voilà, ceux qui veulent juste voir un maso en train de se tirer dessus pendant 24 heures, ils peuvent en profiter aussi. Exactement. Et puis voilà. Merci à tous les trois. C'était super de consacrer cet épisode donc à la course sur tapis. Merci Jean-Claude. C'était un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux dans RMC Running. Bon. Merci Jérôme. Merci. Bravo à toi aussi. Continue de faire progresser les chronos parce que c'est l'objectif en ce moment sur du 10K, du semi, je crois, c'est ça. Exactement. Et du marathon aussi. Non, pas trop encore. Marathon. Justement, j'ai peur de m'ennuyer, mais je n'ai pas osé le dire quand je vois qu'il y en a qui courent 24 heures. Non, 10 km avec la vie que je mène, ça me va très bien en ce moment. Magnifique. Et bravo Mathis. Merci pour ce défi. Bon courage. Merci à toi, bon courage à toi. Pour la fin du mois de mai, 23-24 mai. Une grande pensée à Yoann Durand qui sera avec nous dès la semaine prochaine, le prochain épisode. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.